vous en aurez quand même suffisamment et puis on verra si on se retrouve en pleine session de formation. Donc aujourd'hui, on parlera d'Oracle en général. Je ferai un bref aperçu de l'architecture d'une BD Oracle. Et demain, on aura le temps de parler de la sécurité et de la gestion des utilisateurs. Vendredi prochain, on va parler de tout ce qui est sauvegarde et restauration. Encore que, compte tenu du temps qu'on a, on va cibler quelques points essentiels qui vont vous permettre d'entrer dans le sujet. Et le dernier jour, on va faire comme dans les laboratoires des médecins où on leur sort un cadavre et puis ils font des pratiques. Donc, nous allons simuler des problèmes réels et puis tenter de les résoudre ensemble pour que vous commenciez par acquérir les bons réflexes. Donc, voilà un peu ce qu'on a prévu pour les 4 petites journées. Je ne vois pas les questions. Hein. Donc, Steve, si quelqu'un pose des questions, tu peux me le dire. Ou si quelqu'un lève la main, tu peux... Oui, je regarde ça. Je veille à ça. Donc, posez vos questions au fur et à mesure que vous avez dans le chat et on va y répondre au fur et à mesure. Et puis, si vous voulez intervenir, vous pouvez lever la main. Steve va assurer la police des débats. Alors, généralement, pour tous nos cours, il y a le support de cours, il y a des notes de cours qu'on donne au fur et à mesure, donc les documents, s'il y a des documents numériques aussi qu'on doit partager, des scripts, tout ça est fait. Donc, c'est quand même assez bien fait pour les cours qu'on donne. Vous aurez quelques informations ou quelques éléments aussi pour ce bootcamp. Donc, soyez sans crainte. Pour ce cours d'exploitation Oracle, ce qui est quand même un menu varié, on offre aux étudiants ou aux stagiaires, on leur offre un environnement de formation composé d'un ordinateur ou d'un serveur dans le cloud et généralement avec une BD préinstallée pour permettre de bien démarrer. Suivant le cours, que ce soit exploitation ou administration ou autre chose, ben, il pourrait s'agir de voir comment installer également. Mais pour aujourd'hui, vous allez utiliser un serveur déjà installé avec une BD. Habituellement, on installe ou on montre comment installer SQL Developer pour que si les gens ont besoin de faire des requêtes, que ça puisse se faire. Et on se base également sur les schémas préconçus d'Oracle, donc les schémas exemples, pour faciliter la simulation. Donc, c'est des données de formation ou de tests que Oracle fournit avec chaque nouvelle version de base de données. Donc, c'est ça qu'on appelle schéma exemple. Donc, ça se fournit habituellement dans nos cours pour permettre aux étudiants de se familiariser avec le sujet. Donc, ceci étant, et si tout le monde est d'accord, nous allons directement passer à la présentation du sujet, donc du premier chapitre. Mettez dans les commentaires hein, si vous êtes d'accord, si vous êtes prêts à apprendre de nouvelles choses. Donc, juste écrire oui si vous êtes prêts. Parfait. Donc, dans ce chapitre, je vais débuter par vous dire que Oracle 19c, c'est qu'on appelle, c'est le mot 19c est beaucoup plus marketing parce que Oracle a voulu s'allier sur ce qui se fait dans l'industrie. Donc, chaque année ou chaque 2 ans, sortir une version qui porte le nom de l'année. Donc, à partir de 2019, ils ont dit, OK, on change notre façon d'appeler les choses et on va l'appeler 19C. Sinon, en réalité, Oracle 19C, c'est dans la famille des 12C, 12.2 plus précisément. Donc, quelqu'un qui connaît Oracle 12C, il connaît pas mal déjà
beaucoup de choses d'Oracle 19c, puisque c'est la même famille. Pour ceux qui sont un peu habitués à la version, à la façon de versionner, 19c, c'est l'équivalent de 11.2.0.3 pour faire un parallèle. Donc, c'est quand même une version assez mature d'Oracle. D'ailleurs, c'est la seule version présentement qui a un support étendu. Même la version 21c, Oracle ne peut pas exploiter trop longtemps. Donc, si vous décidez d'apprendre Oracle aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. C'est 19c, la meilleure version aujourd'hui à apprendre. Donc, alors, ça couvre quoi? Ça couvre tout. Vous allez le voir aussi un peu plus loin quand on parlera des nouvelles fonctionnalités. Donc, tout ce qui est infrastructure, si vous voulez avoir des racks, des clusters, le logiciel autour, Oracle 19c est bien assis dedans, comme les autres versions, mais amélioré également. Ça couvre la gestion de l'information, ça couvre le développement d'applications avec Apex, entre autres, ou tout autre outil de développement. Et ça couvre le cloud, donc tout ce qui est info nuagique aujourd'hui, c'est très dosé avec la version 19c. C'est déjà apparu avec la 12c, mais très amélioré avec la 19c. Donc, voilà un peu les secteurs de couverture. Parlant maintenant des grandes fonctionnalités de toute base de l'Oracle, et plus particulièrement de la 19c, mais nous avons tout ce qui est la gestion de données, donc vos tables, vos index et tout, et une certaine facilité de gestion qui est offerte avec la 19c. Donc, on le verra aussi tantôt dans les new features. La haute disponibilité. Donc, on peut avoir des serveurs redondants sur plusieurs sites avec des options comme le rack étendu, le data guard, logique ou physique. Donc, bref, tout un arsenal d'options qui permet quand même d'assurer que les applications restent disponibles, même si l'infrastructure qui est en dessous tombe en panne ou si quelqu'un nous attaque. Si les Russes décident d'attaquer vos data centers et puis mettre vos systèmes à terre, ben, il faut pouvoir continuer à offrir le service aux clients. Les questions de performance ont été améliorées également dans cette version, donc particulièrement pour le calcul des statistiques et pour les index. Il y a eu des ajouts quand même intéressants qui ont été faits. Même chose pour la sécurité et pour l'intégration d'informations. Donc, aujourd'hui même, vous êtes capable de, je ne sais pas exactement à votre diapo, vous êtes capable de manipuler des fichiers JSON dans Oracle. Vous êtes capable de faire des colonnes avec des structures particulières pour répondre à des besoins particuliers d'application. Alors, tout ceci, c'est pour que ceux qui veulent quitter Oracle pour les nouvelles bases de données NoSQL ou les bases de données particulières, time series et autres, puissent se retrouver toujours dans Oracle. Donc, c'est quand même, selon moi, un effort intéressant qui a été fait par Oracle pour se mettre à jour par rapport aux nouveaux besoins des applications. Donc, vous voyez à l'écran un résumé des nouvelles fonctionnalités. Je vais, si vous êtes d'accord, je vais donner quelques exemples pour que ce soit un peu plus concret pour vous. Par exemple, les DBA. Un DBA qui utilise 19c aujourd'hui, la facilité d'installation, c'est extraordinaire. Moi, je me souviens quand je devais installer la 8i sur du Unis SCO il y a 20 ans, c'est que tu as 4 ou 5 CD et puis peut-être que ton serveur n'acceptait même pas de lecteur de CD. Donc, il faut être ingénieux pour ramener
ton binaire sur le serveur, mettre 2 ou 3 heures pour le décompresser et autant de temps pour l'installer. Mais aujourd'hui, tu as un seul fichier zip qui contient tout et en 15 minutes, tu as fini d'installer le noyau. Bon, bien évidemment, exclut la préparation. Mais c'est quand même très intéressant pour nous, les DBA. Et puis, moi, je vais tirer chapeau quand même. Même chose pour la migration, pour les options comme l'option in-memory, qui a été fortement améliorée. Et plein d'autres aspects que le DBA aujourd'hui, en tout cas, ceux qui sont formés aujourd'hui, moi, j'estime qu'ils sont chanceux. J'espère que vous serez de ceux-là également. Si on regarde du côté des développeurs, aujourd'hui, les tables externes sont vraiment améliorées. Comme je le disais tantôt, on peut manipuler des fichiers JSON. Donc, ce n'est plus réservé à MongoDB. On peut aussi le faire avec Oracle. Autre fonctionnalité intéressante, c'est la gestion automatique des index qui a été rajoutée, qui permet de laisser le système décider lui-même s'il faut rajouter des index ou pas, selon le besoin. Bien évidemment, des choses ont été améliorées dans le cloud. Et puis, on peut également faire on appelle un schéma sans mot de passe avec cette version-là. Alors, si je prends un autre volet qui est la haute disponibilité et des sauvegardes, par exemple, Herman, jusqu'à la 12C, 12.1, on ne peut pas restaurer une table à partir de Herman. Parfois, c'est quand même bizarre de le dire, hein, c'est-à-dire que tu as une sauvegarde de 2 Tera et tu as besoin d'une table qui fait 500 mégas. Tu es obligé de restaurer les 2 Tera, faire un export et un import. Mais aujourd'hui, il y a cette facilité de restaurer avec Herman, tout ça. Donc, c'est très intéressant. Pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais brosser rapidement les produits Oracle. Oui, merci Steve. Herman, pour ceux qui ont oublié ou bien ne s'en souviennent pas, Herman, c'est l'outil préféré d'Oracle pour les sauvegardes et les restaurations. Herman pour Recovery Manager. Merci Steve. En termes de produits Oracle, si vous êtes vraiment nouveau dans les produits Oracle, Oracle, en dehors du fait que son nom est rattaché à la base de données, Oracle, c'est une entreprise qui a toute une gamme d'outils ou de produits qui vend. Donc, on a les BD. Les deux principales BD, c'est Oracle et MySQL. MySQL a été racheté il y a quelques années. Il y a d'autres outils de gestion d'entreprise comme le OEM, pour ceux qui le savent, outils très puissants de gestion d'infrastructures et de bases de données, et Compagnon, donc OEM, OP Center pour ceux qui utilisent Solaris. Oracle lui-même a développé ou racheté des applications métiers, donc dont e-Business Suite. Donc, ça gère la paye, ça gère le stock, ça gère les factures, ça gère la comptabilité pour des suites intégrées. Et la même chose a été fait pour d'autres secteurs comme la santé ou l'ingénierie. Oracle également, c'est tout ce qui est Java. D'accord? Et tout ce qui est système d'exploitation, Oracle a son propre Linux, donc propre distribution de Linux, Oracle Enterprise Linux. Et bien évidemment, nous avons l'infrastructure comme le stockage, les serveurs, Exadata par exemple, ou bien tous les services du cloud comme le PaaS, le IaaS, et etc. Donc, bref, Oracle, c'est un peu de tout. Et je vous assure, c'est un monde très vaste. Vous ne pourrez jamais connaître tout ça. Choisissez comme moi, je l'ai fait, et Steve l'a fait, choisissez votre niche et puis formez-vous et vous allez tirer le maximum de votre investissement. Est-ce que ça va toujours? Mettez-moi des oui dans le chat si ça va toujours.
Allez-y, mettez des oui. Nous ne sommes pas nombreux, donc voilà, merci. Et puis, si vous avez des questions également, écrivez-les au fur et à mesure. Parfait. Merci, Christophe. Donc, celui qui entend Oracle, en tout cas pour quelqu'un qui a un peu de domaine, il pense d'abord au DBA. Et nous formons beaucoup les DBA ici, avec DBA Expert. On forme beaucoup de DBA. Donc, je vais vous dire rapidement, en quelques secondes, qu'est-ce qu'un DBA fait. Un DBA, c'est le responsable de la conception, de l'implémentation et de la maintenance de la BD. C'est-à-dire que depuis le moment où le client dans son bureau dit « Ok, bon, finalement, on aura besoin d'une application pour nous aider à gérer telle chose. » Donc, l'idée sort. Déjà, le DBA devrait avoir son mot à dire parce qu'il faut évaluer quel matériel il faut pour supporter tout ça. Est-ce que c'est un petit serveur ou bien un gros serveur avec 500 Go de RAM? Ben, il faut impliquer le DBA parce que si c'est une BD Oracle, il faut pouvoir dimensionner en conséquence. Lorsque le serveur est acquis, ben, le DBA va installer le logiciel Oracle, donc ce qu'on appelle le noyau. Il va savoir, OK, ben, j'ai besoin d'une petite base de données ou une BD de taille moyenne, donc il sera paramétré, donc prévoir qu'est-ce qu'il faut installer et créer comme BD. Par la suite, c'est à sa charge de créer la BD en tant que coquille vide, de la rendre disponible aux développeurs et que les développeurs, à un moment donné, puissent créer leurs objets ou bien selon l'entreprise ou les façons de faire, si c'est au DBA de le créer, ben, ça va être fait. S'il faut sauvegarder, c'est-à-dire que s'assurer que si un jour le serveur tombe en panne, qu'on puisse retrouver les données. Donc, c'est au DBA de mettre en place tout ce qui est procédure, outils, procédure, stratégie de sauvegarde et de restauration de la BD. Et bien évidemment, la sécurité, en passant par la gestion des utilisateurs. Bon, j'ai déjà parlé de la conception, donc créer des tables, assister les développeurs aussi. Ça, c'est une facette de notre métier que les gens ignorent, mais le DBA, par exemple, hier, je reçois une question de mon développeur qui dit « J'écris sur SQL et ça ne marche pas. » Bon, donc, vous comprenez qu'à un moment donné, le DBA doit pouvoir aider les développeurs dans leur mission. Et bien évidemment, surveiller les performances. Donc, il faut que les applications puissent tirer le maximum des ressources qu'on a. Donc, le DBA doit surveiller les performances et les régler de façon proactive. S'il y a des incidents, ben, il doit être en mesure de les régler en temps et lieu. Donc, voilà un peu résumé les tâches d'un DBA. Je sais que c'est ramassé, mais venez nous voir à la formation. On va y aller en détail. Vous allez comprendre mieux les choses et on verra des cas pratiques plus intéressants encore. Voilà, donc, alors, le DBA ou n'importe qui interagit avec une BD ben, a besoin d'outils. Donc, je vais vous présenter ici quelques outils plus ou moins natifs qu'on utilise. Le plus intéressant, le plus puissant, le plus... en tout cas, les qualificatifs me manquent, c'est le SQL+. C'est-à-dire, il ne vous lâche jamais. Partout où vous en avez besoin, que ce soit sur du Windows, même si vous êtes face à un Unix, écran noir sans souris, et qu'on dit qu'il y a Oracle dessus, c'est qu'il y a SQL+. Et SQL+ marchera de la même façon si c'était sur du Linux. Donc, SQL+, outil d'administration par excellence, qui permet de tout faire, tout et tout, pour une base de données Oracle. Dites-moi si vous avez déjà utilisé, vous en avez déjà vu en action.
parce que je vais vous donner l'occasion tout à l'heure de voir l'utilisation. Écrivez dans le chat pour que je ne me sente pas seul. En dehors de SQL+, il y a SQL Developer. Oui, déjà vu il y a longtemps. D'accord. Oui, merci. Ah, quelqu'un n'en a jamais vu, donc c'est peut-être le moment. Donc, très bien, merci d'avoir répondu. Outils d'administration SQL, comme SQL Developer, c'est un autre outil graphique pour ceux qui sont paresseux, bon, paresseux en griffe, mais ceux qui préfèrent le graphique. SQL Developer, c'est un outil que Oracle a développé qui vous permet d'administrer votre BD en mode graphique. Donc, vous n'avez pas besoin forcément de taper des commandes, contrairement à SQL+. D'accord? Donc, c'est devenu populaire et j'avoue que les dernières versions qui sont sorties sont pas mal complètes. C'est-à-dire que 99% de ce qu'on a besoin de faire, on peut le faire avec SQL Developer. Donc, c'est aussi un outil d'administration que personnellement je recommande parce qu'il est en plus gratuit. Ce n'est pas vendu, Oracle le met à disposition en libre utilisation. Bon, il faut comprendre qu'en dessous de ça, c'est pour arracher des parts de marché. Donc, bon, ça, c'est une autre histoire. Autre outil d'administration, j'en avais parlé rapidement tantôt, c'est Oracle Enterprise Manager, qui est une console web qui permet de gérer. Si vous avez 1000 bases de données dans votre entreprise, ben, vous n'avez pas besoin de vous brancher, de vous connecter une à ces BD pour voir ce qui se passe. Avec cet outil, vous pouvez voir, OK, sur mes 1000 BD, il y en a 10 qui sont en panne ou qui ne fonctionnent plus. Vous avez de bons dessins et puis de très bonnes options, de très bons outils dedans qui vous permettent d'administrer de bout en bout votre infrastructure ou votre pack de base de données. Personnellement, je l'aime beaucoup. D'accord. Je pense que c'est Alain qui nous écrit. D'accord. Bon retour, Alain. Donc, OEM est très, très intéressant comme outil. On peut même l'utiliser pour administrer d'autres bases de données qui ne sont même pas Oracle. D'accord? On peut l'utiliser pour planifier l'exécution de scripts sur des serveurs qui ne sont même pas des serveurs Oracle. Donc, c'est quand même un outil assez intégré, assez bien fait, que moi, je recommande aussi. L'intérêt est qu'il n'est pas vendu. Si vous avez une licence Oracle, vous pouvez l'utiliser. Oracle Enterprise, vous pouvez l'utiliser. En résumé, pour le temps qu'on a, concernant la présentation d'Oracle 19c. Je vais demander à Steve, s'il te plaît, Steve, de nous faire un petit quiz pour voir si on a retenu quelque chose de mon discours. Ça ne sera pas long, ça va être une 2 minutes maximum pour que vous puissiez évaluer rapidement vos connaissances. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement puisqu'on n'est pas nombreux, ou bien lever la main ou écrire libre à vous. Et pendant ce temps, si quelqu'un veut remplir le quiz, il peut le faire également. J'ai envoyé le quiz là. Le quiz, j'ai mis dans le chat. Ça vous prend ces 5 questions. Il n'y en a pas beaucoup. Il y aura le temps que vous remplissez rapidement et qu'on rentre dans la partie correction. Bon, je vais regarder les réponses et on va partager je vais partager mon écran après. Donc, du coup,
On vous laisse quelques minutes pour répondre et on regarde la correction. Si entre-temps quelqu'un a des questions, il peut le mettre dans le chat ou s'il veut parler, il peut y aller directement puisque nous ne sommes pas nombreux. Donc, OK, il y a déjà une personne qui a terminé. Non. Dès que vous terminez, signalez juste, comme ça on fait la correction. Ensemble. Présentation, 4 réponses. Je pense qu'il manque une personne qui n'a pas répondu. il y a quelqu'un qui est parti, qui n'a plus accès à la conversation. Ah. Je pense que c'est cette personne qui n'a pas répondu. Ah, OK. Bon, dans ce cas, on va corriger du coup. On va corriger du coup. Je pense qu'ils ont quasiment tous bon. Hein. OK, donc si tu veux bien partager ton écran pour qu'on puisse commenter. Ouais, je vais vous montrer du coup l'écran de l'autre face cachée. Donc, là, la première question, vous voyez déjà mon écran? Oui. OK. Laquelle de ces fonctionnalités n'est pas inclue dans Oracle 19c? Donc, vous avez mis à l'unanimité fusionning, donc ça n'existe pas. Deuxième question, dans la nouvelle version Oracle 19, la gestion des index est automatisée. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Lequel de ces outils ne permet pas la migration d'une base Oracle? Malheureusement, c'était la dernière. Donc, SSMS, c'est un outil d'administration SQL Server et non Oracle. Tous les autres peuvent permettre l'administration. Donc, SQL Developer, on vous a parlé de SQL Developer, donc l'outil gratuit. SQL Plus, qui est l'outil de base d'Oracle qui existait depuis toutes les versions. Et Toad, qui est un outil propriétaire pour l'administration. Donc, Toad aussi, c'est un outil d'administration. Ils ne font pas que d'Oracle, ils font les autres bases de données. Donc, il y a Toad sur DB2, Toad sur Oracle. Et d'ailleurs, DBA Expert Consulting est partenaire de l'entreprise Quest qui gère la solution Toad. Quelle est la date de fin du support Oracle 19c? C'est 2025 et non 2024, malheureusement. Bon, c'est sûr, on n'en a pas parlé, c'est une histoire d'actualité. Et pour terminer, dernière question, Oracle 19c n'est pas compatible avec Mac OS. Bah, c'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai. Oracle 19c, ça s'installe sur du Linux, du Windows, du AX, pas sur du macOS. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, à toutes les réponses? Mais globalement, vous avez tout compris. Vous avez eu, voilà, il y a une à deux réponses qui ont été un peu ambiguës, mais globalement, c'était bon. Voilà, donc Armand, je te laisse continuer, puisqu'on est un peu pressé par le temps. Oui, pour juste. enchaîner le deuxième chapitre. Oui. Oui, je vais juste faire un petit commentaire pour la fin du support de la 19c. Habituellement, Oracle rajoute quelques années qu'on appelle le support étendu, puisque c'est un produit assez mature. Donc, d'ailleurs, c'est le seul produit qui a un support étendu jusqu'en 2027 ou 2028 présentement.
Mais effectivement, la fin du support, c'est je pense, début 2025, effectivement. Oui. Donc, je tenais à faire cette extension à votre réponse. Question de Alain, question pour toi, Steve. SMS signifie quoi? Alors là, tu me poses une colle, c'est Management Studio. C'est le produit d'administration j'ai pas coupé le micro, oui. En fait, c'est le SQL Server Management Studio. Donc, oui, oui, ouais, c'est ça. C'est SQL Manager Studio, oui. C'est l'outil d'administration qui est très souvent utilisé sur SQL Server. Exactement. C'est un outil graphique comme SQL Developer qui permet d'administrer les bases de données et instances SQL Server. Exactement. Donc, on va continuer du coup. S'il n'y avait pas d'autres questions. Est-ce que vous voyez toujours mon écran avec le quiz? J'ai un oui. J'ai deux vous voyez oui. toujours? D'accord. Oui, oui, oui. J'ai des oui, 3 oui et un dernier oui, 4 oui. Très bien. Je vais vous parler rapidement de l'architecture d'Oracle. Alors, avant que je ne continue, je vais vous demander, Alain dit non, pas du tout, je ne vois pas. Alain, qu'est-ce que tu vois? L'écran ne s'affiche pas. J'ai été déconné. OK. Alors, donc, je vais laisser Steve voir avec vous peut-être le noir. Les autres, vous voyez quand même ma diapo architecture. Oui, oui pour Christophe. Tu es le seul visiblement. OK. Je vais peut-être arrêter le partage et le reprendre. Donc, je vais reprendre le partage. Je partage tout mon écran. Alors, donc, dites-moi si vous voyez maintenant ma diapo, chapitre 2. OK. Il y a Danny qui voit. Il y a Steve qui voit. Mettez-moi oui ou non si vous voyez, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer. Oui, je vois. D'accord. Donc, apparemment, tout le monde voit. Très bien. Donc, parlant de l'architecture, dites-moi, vous pouvez prendre la parole, hein, on n'est pas nombreux. Dites-moi ce que vous savez d'une base de données. Quand on vous dit Oracle, BD Oracle, qu'est-ce que c'est selon vous? Dites-moi ce que ça vous dit. Allez-y. Vous pouvez écrire ou vous pouvez prendre la parole hein, si vous voulez. 1, 2, 3, 4, je compte jusqu'à 10. 10 secondes pour voir qui va s'essayer. Ah, un type de BD. Oui. Qui dit mieux ou qui veut compléter? Allez-y. Steve, toi aussi, tu peux répondre hein. pour nous aider. Bien, donc, un entrepôt qui stocke des données. Très bien. Je pense que tous les chemins mènent à Rome. Alors, je vois que vous êtes sur le bon chemin. Alors, quand on parle de BD Oracle, quand on parle de serveur de BD Oracle, c'est une notion un peu plus générale. Mais la partie visible de l'iceberg, comme vous le dites, c'est que c'est quelque part où il y a des données qui sont gérées. Mais retenez que un serveur de BD Oracle, c'est, du point de vue technique, hein, c'est une instance et une base de données. C'est-à-dire qu'une instance, c'est une zone, c'est de la mémoire RAM qui est allouée sur la machine. Et
des processus qui sont démarrés pour interagir entre cette mémoire RAM et des fichiers qui sont stockés. Ces fichiers sont la base de données. Donc, retenez que quand on parle de base de données, quand on parle de serveur de base de données, donc vous voyez ici, avec ma souris, vous voyez, juste un moment, je vais mettre option du pointeur. Donc, vous voyez ici, j'ai mon instance et ici, j'ai ma base de données. Entre les deux, il y a des processus qui permettent de voir qu'est-ce qui est écrit dans les fichiers et pouvoir les rendre à l'utilisateur. Donc, au final, l'utilisateur, lui, il est quelque part ici avec son application, peut-être une application web ou application Java ou n'importe quoi. Il envoie des requêtes. Donc, il dit, OK, je vais accéder à la table des commandes. Je sais où est située ma BD. Je sais quelle table je veux accéder. Donc, il envoie tout ce paquet d'informations à Oracle via l'instance. Donc, l'instance dit, OK, ce que tu me demandes, moi, je sais où est-ce que ça se situe dans les fichiers. Donc, je vais demander à mes processus d'aller chercher l'information et je te le renvoie. Donc, la commande est passée au processus qui se charge d'aller chercher l'information et l'information est retournée à l'instance et finalement, l'instance dépose ça à un endroit pour que l'utilisateur puisse le récupérer à la fin. Donc, un serveur Oracle peut être terre à terre, une zone mémoire et des processus, des fichiers physiques sur le disque qui constituent la base de données. Alors, une BD 19C peut être une BD conteneur, donc une BD qui a plusieurs autres petites BD à l'intérieur, ou bien une BD classique, donc une seule BD avec une seule instance. Je sais que pour vous, c'est peut-être du chinois ou bon, peut-être un peu compliqué, mais facilement, vous allez comprendre. Lorsque vous allez être face à la réalité, ça se conçoit, ça se comprend très vite. Donc, voilà un peu ce que c'est qu'un serveur de base de données Oracle. Alors, parlant toujours de serveur de base de données Oracle, ça peut aussi signifier que je peux avoir une seule base de données sur un serveur physique. Donc, j'ai un ordinateur avec une seule base de données Oracle. Ou bien, j'ai sur le même serveur plusieurs bases de données Oracle. D'accord? Donc, quand je prends la même machine, ça abrite plusieurs serveurs de base de données Oracle. Ou alors, j'ai une seule base de données Oracle, mais qu'on peut y accéder à partir de plusieurs serveurs. C'est ça qu'on appelle le cluster. Alors, donc, vous voyez ici ma BD est là, mais pour y accéder, j'ai instance 1, instance 2. Donc, lorsque, par exemple, on a besoin de faire des maintenances sur le serveur 2, ben, les clients peuvent toujours accéder aux données à partir de l'instance 1. Donc, c'est ça le cluster, question de haute disponibilité. On peut en avoir jusqu'à des dizaines. On peut les mettre sur différents sites, donc un à Paris, l'autre à Toulouse, pourvu que le réseau soit assez bon, pourvu que la BD soit située sur du stockage partagé et que les instances puissent communiquer de façon rapide. Ça peut vous sauver la vie. Bon, quand je dis la vie, ben, ça peut vous sauver vos fesses. Lorsqu'il y a, comme ce qui s'est passé en Turquie, ben, si le système avait une autre patte ailleurs, dans une autre ville, ben, on pourrait continuer à servir. Alors, autre forme d'architecture de serveur Oracle, je l'ai déjà expliqué tantôt, sur une même machine, avoir plusieurs BD qui cohabitent, plusieurs serveurs de BD qui cohabitent. D'accord? On peut également avoir sur une même machine, donc sur un même ordinateur,
plusieurs versions de BD qui cohabitent. Donc, c'est quand même très, très bien fait. Oracle a ce qu'on appelle la norme OFA, que vous verrez si vous venez en formation, qu'on va expliquer en détail, qui lorsqu'elle est bien suivie, permet d'avoir autant qu'on veut de bases de données ou de serveurs de BD sur un même serveur. Même chose pour les clusters, donc leur principale fonction ou leurs principaux les rôles essentiels, c'est pour la redisponibilité, pour la flexibilité, pour la performance. Donc, on peut décider de lancer les batchs à partir d'un nœud en particulier, réserver un nœud à ceux qui sont dans l'Est de la France, etc., etc. Donc, c'est assez flexible et j'avoue que ça peut être intéressant lorsque vous avez des problèmes d'exploitation. Donc, voilà un peu ce que c'est, en tout cas résumé pour le serveur. Voilà un peu résumé ce que c'est que le serveur Oracle. Maintenant, je vais entrer légèrement en détail, hein, sans vous saouler, parce que vous êtes en apprentissage. Bon, l'instance, comme je l'ai dit, c'est des zones de mémoire, c'est des processus. On s'arrête là, on ne va pas trop réfléchir. Retenez que c'est de la RAM qui est allouée avec des processus. Point. Je vais vous montrer tantôt sur un de mes serveurs que j'ai préparé. Et puis, normalement, vous pourrez aussi avoir un serveur. Voilà là, un serveur Oracle sous Linux qu'on a préparé. Et vous allez voir, hein, ça c'est du Linux, si je fais top, vous allez voir que voilà, il y a des processus Oracle qui consomment de la mémoire, donc de la RAM a été allouée pour Oracle. D'accord? Donc, c'est l'instance Oracle qui consomme la RAM. Donc, dès que la BD est démarrée, de l'espace mémoire lui est alloué. Et parlant des processus, si je fais un ps-ef Oracle, vous voyez ici, j'ai une bonne trentaine ou quarantaine de processus qui sont des processus d'arrière-plan qui sont démarrés avec Oracle. D'accord? Donc, le Pimon, le LG, etc., le ARC, par exemple, qui permet d'archiver. Bref, toutes les fonctionnalités dont la BD a besoin, la plupart ont des processus qui sont reliés à cela. Donc, quand je parle d'instance, c'est ça, c'est ce que vous voyez là. C'est des processus et de la mémoire RAM qui est occupée. On n'ira pas en détail de voir comment est-ce que la RAM est formatée. Si vous venez, ça par exemple, c'est dans le cours d'administration Oracle. Si vous venez à cette formation, vous allez voir en détail comment c'est formaté. Est-ce que ça va toujours? Mettez-moi des oui ou des non dans le chat, s'il vous plaît. Merci Christopher. Oui, ça va. Oui. On est là. Ah, OK. Est-ce qu'on est là ou on est vraiment là? C'est bon. Donc, je ne vais pas en détail, mais je parlerai rapidement aussi de la BD elle-même. La BD elle-même, donc, cette partie du schéma, c'est composé de fichiers. Alors, donc, entre autres fichiers, nous avons les fichiers de contrôle qui contiennent des métadonnées. Je n'irai pas en détail parce que c'est tout un chapitre qu'on enseigne, Steve et moi, sur les fichiers de contrôle. D'accord? Alors, retenez simplement que ces fichiers-là sont essentiels pour la BD. C'est-à-dire que sans ça, la BD ne fonctionne pas.
Ensuite, nous avons les fichiers de données qui contiennent réellement les données des utilisateurs, c'est-à-dire quand quelqu'un enregistre un employé ou une commande. Ah, Alain nous dit qu'il est complètement hors. Alain, tu peux ouvrir ton micro et nous dire ce qui se passe. Je vois aussi que tu as la main levée. Est-ce que tu nous entends au moins? Bon, d'accord. Je vais laisser Steve parler avec lui pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Ah, d'accord. La connexion n'est pas bonne. D'accord. Très bien. Donc, je parlais des fichiers de... données, donc qui contiennent les données réelles des utilisateurs. Donc, quand quelqu'un sauvegarde dans une table, ben, ça va se loger dans un fichier de données. Ensuite, nous avons les fichiers de journalisation qu'on appelle dans notre jargon les redo-logs. Qui sont très utiles à Oracle pour garantir la sécurité, l'intégrité, la cohérence des données. J'ai tout un chapitre pour expliquer le fonctionnement de ces fichiers lorsqu'on parle de l'administration. Le mécanisme est tellement intéressant que Steve et moi, lors de nos formations, on insiste dessus tellement que ça rentre dans notre tête une fois pour toutes, puisque tout ce qui vient après, que ce soit sauvegarde, restauration, gestion de transactions, tout ça, c'est basé sur ces fichiers-là. Donc, très intéressant. Alors, tellement important que Oracle demande de les multiplexer. Donc, c'est-à-dire, je pense que je l'ai écrit, c'est-à-dire que c'est qu'on appelle ça, le groupe est stocké sur des disques différents pour que si par malheur on perd un membre du groupe, on peut toujours récupérer l'information à partir de l'autre membre du groupe. Donc ces fichiers-là, je dirais que c'est le nerf de la guerre en termes de sécurité, de cohérence et d'intégrité des données. C'est très utile. De telle sorte que si ce mécanisme tombe en panne, la BD arrête de fonctionner. Oracle arrête de fonctionner. Il dit, je ne peux plus rien faire tant que tu ne règles pas le problème. Bref, c'est pour vous dire que c'est très important. Bon, donc, fichiers de contrôle, on en a parlé rapidement. Ils sont aussi multiplexés. Et puis, ils sont nécessaires pour monter et ouvrir la BD. Les redo-logs, donc j'en parlais tantôt, donc ils sont multiplexés. Il faut au minimum 2 groupes parce que ça enregistre de l'information de façon cyclique. D'accord? Donc, lorsque c'est multiplexé, on a un membre sur un disque ici et un autre membre sur un autre disque. C'est des choses que vous allez voir en détail. Mais je vous donne l'information pour que vous préparez votre esprit à croiser cela. Les fichiers de données ou généralement ce qu'on dit, ce que vous allez entendre, pour ceux qui ont déjà frotté avec le monde Oracle, on parle de table space ou espace logique de disque. Alors donc, c'est des structures logiques qui sont constitués de un ou plusieurs fichiers de données et qui peuvent être répartis sur plusieurs disques sur le serveur, sur la machine. Donc, en réalité, les données sont logiquement stockées dans les tables space. D'accord? Vous voyez ici dans mon exemple, les tables sont dans des tables space et puis tout ça, c'est réparti sur des disques. Vous voyez ici des disques. Et une table peut être à cheval entre deux disques. Donc, c'est la structure logique, c'est l'organisation que Oracle a mis en place pour que les données soient
stocker et puisse s'accroître avec le temps. Est-ce que ça va toujours? Dites-moi oui ou non. Alors, je vais vous montrer directement sur mon ordinateur ici, sur mon serveur, où se situent les fichiers de données. D'accord? Il y a, bon, pour la petite histoire, notre fameux SQL+. Bon, mon clavier. Et puisque je suis directement sur le serveur en tant que DBA avec tous les pouvoirs qui lui ont été conférés par lui-même au moment de créer le serveur, je peux me connecter en tant que sysdba. Donc, comme super utilisateur de la base de données. Et je vais juste faire une petite requête. Oui, merci Steve. Les fichiers de données contiennent des informations du client. Exactement. Donc, c'est ça que je disais, c'est-à-dire que quand quelqu'un enregistre une commande ou bien enregistre un nouveau client ou une facture, concrètement, où est-ce que ça va se loger? C'est dans les data files. D'accord? Et c'est ça qu'on va voir tout de suite, c'est-à-dire que nous irons voir où sont situés nos data files. D'accord? Donc, il y a une vue DBA Data Files. Donc, lorsque je fais cette requête-là, je demande à Oracle de me dire, mais où sont situés tes fichiers de données? Et il me dit, OK, tu en as au moins 4 et ils sont situés ici. Donc, je peux aller directement sur le disque. Donc, je fais un CD à cet endroit, je fais un ls-ltr et puis je vois qu'effectivement, j'ai mes fichiers de données qui sont là. Donc, autrement dit, si je veux être puriste, c'est-à-dire un sysadmin ou un admin Unix qui veut sauvegarder le serveur avec sa base de données, il faut qu'il s'assure que ces fichiers-là soient sauvegardés. Il ramasse tout ça et puis il s'en va avec. C'est qu'il est parti avec vos données. Bon, ce n'est pas aussi simple que ça, hein, mais c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai mes data files ici. Et puis, j'ai également mes fichiers Redo-Log, donc les fichiers de journalisation dont on a parlé tantôt. Donc, j'en ai, je pense, j'en ai 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, j'ai 3 groupes. Je vois également mon fichier de contrôle. Ici, j'en ai un seul, mais j'aurais pu en avoir jusqu'à 32 à des emplacements physiques différents. Et puis, j'ai mon fichier temporaire qui me permet de faire des tris dans ma base de données. Donc, voilà pour les data files et les tab space. Les tab space, c'est logique, donc on ne les voit pas sur disque. On voit seulement les fichiers de données. Bon, il y a d'autres choses, hein, comme les fichiers d'initialisation, SPFile ou init. Il y a les archives log. Je peux vous les montrer vite. Le fichier d'initialisation, c'est dans Oracle Home DBS, si vous êtes sous Linux ou Unix. Soit il est SPFile ou bien il est init. Et quand vous êtes sous Windows, c'est Oracle Home Database. C'est dans ce répertoire que vous allez voir votre fichier d'initialisation. Ce fichier-là est lu par Oracle au démarrage pour pouvoir savoir, OK, combien de RAM je vais allouer à cette base de données, quelles sont les options par défaut, le nombre de processus que je dois paramétrer à l'instance. Donc, c'est son rôle. Parlant des archives, les archives, je peux vous montrer leur emplacement aussi. Donc, il suffit de faire show paramètre
recovery. Donc, mes archives sont dans ce répertoire. Donc, le paramètre DB Recovery File Dest. Donc, je peux les voir physiquement. Je pense que j'en ai. DDB archive. Est-ce que j'en ai? Voilà. Là, j'ai au moins 2 archives dans ce répertoire-là. Bon, donc, il y a d'autres fichiers pertinents hein, qui forment l'architecture de la BD. Je n'irai pas en détail, mais vous pouvez consulter en détail. J'ai même mis ici un lien où les gens expliquent correctement et en détail les autres fichiers. Venez nous voir en cours et puis nous allons approfondir ces notions-là. Alors, question pour vous, en 30 secondes. Avez-vous entendu parler une fois du listener? Si oui, qu'est-ce que c'est selon vous? Vous pouvez ouvrir le micro hein, ou bien vous pouvez écrire. Listener. Salut. Ça me dit vaguement un truc, mais je me rappelle plus de ce que c'est. Je sais plus si c'est un démon ou un process qui sert à écouter les requêtes ou un truc dans le genre. Enfin bref. Très bien. Quelque chose comme ça, je crois. Process. Très bien. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Je n'ai pas entendu Dani ou Zaza. Je ne sais pas si on m'entend. Comment? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Oui. Ok, bonsoir. Pour moi, le listener pourrait être l'intermédiaire entre le client et l'instance pour transmettre les requêtes ou les résultats également. Très bien. Est-ce que c'est Zaza, hein, si il ou elle veut compléter? Oui, sinon, ben... Sincèrement, je ne saurais pas dire. OK. Bon, je vais vous expliquer simplement. Imaginez que vous voulez rencontrer le chef de la mafia. Le chef de la mafia, il est dans un bar quelque part, et puis devant le bar, il y a un gros bras. Donc, vous venez, vous tapez à la porte, le gros bras, il dit, mais ça c'est qui? Vous cherchez qui? Et puis vous dites, mais je sais que le chef de la mafia, il est ici, voilà son nom. Donc, il s'appelle BDD1. Et puis, je sais qu'il est ici parce que je connais son adresse. Donc, je connais son serveur, je connais son nom. Il dit, OK, mais qu'est-ce qui prouve que c'est bien lui que tu cherches? Tu dis, mais je connais aussi son port, donc le 1521. Il dit, OK, je vais voir s'il est là. Donc, il referme la fenêtre, il va voir si le chef est disponible. S'il est disponible, il dit, OK, chef, il y a quelqu'un qui veut te parler. Il vous met en communication et lui, il retourne à son poste de garde. D'accord? C'est exactement ce que fait le listener. Le listener écoute aux portes. Il écoute le port. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un processus d'écoute. Il écoute le port 1521 par défaut sur un serveur donné et toute personne qui veut contacter une BD sur ce serveur adresse cette requête à ce port, à ce listener. Donc, lui, il écoute les demandes de connexion et établit la liaison avec l'instance. Dès qu'il établit la liaison avec l'instance, c'est terminé, lui, son travail est terminé, il se fout de ce que vous faites après. D'accord? Donc, le listener, c'est le processus d'écoute. Il tourne seulement sur le serveur de BD. Il reçoit et traite les demandes de connexion. Donc, si vous faites une requête SQL qui ramène des données, ce n'est pas le listener qui traite. Lui, il vous met en communication pour la connexion. Et puis, il écoute un port sur le protocole TCP par défaut. Sinon, on peut avoir du TCPS pour sécuriser, etc. Son nom par défaut, c'est listener, mais on peut lui donner le nom qu'on veut. Le fichier de configuration qui permet de le configurer, c'est le fichier listener.ora.
qui est situé dans Oracle Home Network Admin. Oracle Home Network Admin. Alors, je vais vous le montrer physiquement. Où est mon Linux? Voilà. Donc, si je vais dans Oracle Home Network Admin, d'accord, je vois un fichier qui s'appelle listener.oracle. Je peux l'ouvrir pour qu'on puisse regarder rapidement. Donc, vous voyez, il dit qui es-tu ou qui suis-je? Je suis listener, j'écoute sur cette machine-là, donc le nom de la machine locale, et j'écoute sur le port 1521. OK. Maintenant, j'écoute pour qui? C'est ça la seconde session ici. J'écoute pour des bases de données ABC. Ici, j'en ai une seule, donc j'écoute pour la BDD1. Donc, c'est son nom global et c'est son SID qui est ici. Et cette BD-là tourne sur le noyau qui a été installé dans ce répertoire, donc sous ce macro. Si j'en avais une dizaine, mais donc chaque fois, j'allais mettre, bon, je vais juste faire ça, hein, mais sans enregistrer. Si j'avais une autre BD, ben, j'aurais pu faire ça et puis en rajouter autant que je veux, tout en mettant les noms et coordonnées appropriées. Bon, je ne vais pas enregistrer. Voilà. Alors, question pour vous. Je vais voir combien de choses il nous reste à faire avant que Steve nous envoie le quiz. Je pense qu'on est presque à la fin. Bon, je vais réserver ma question pour plus tard. Ou peut-être à votre réflexion. Question, c'est que si un jour, si pendant qu'on est en train de travailler, le listener tombe en panne, le processus meurt, qu'est-ce qui va arriver aux connexions qui sont, aux gens qui sont déjà connectés, qu'est-ce qui va leur arriver? Je vous laisse réfléchir à ça. On en parlera une autre fois, ou si vous avez la réponse, vous allez mettre ça dedans. Bon, parlons maintenant de l'architecture multitenante, sans entrer en détail, c'est pour permettre de tirer profit de la ressource. Donc, on peut avoir dans un seul serveur Oracle plusieurs petites bases de données qu'on appelle des PDB. D'accord? C'est avec la douceur qu'on a cette architecture. L'intérêt est qu'on peut plugger ou déploguer un PDB et aller la plugger ailleurs. Donc, pour faciliter l'administration et la gestion. On n'ira pas en détail. Chez Oracle, c'est un coût de 2 jours pour cette fonctionnalité-là seule. Et chez nous également. Donc, si un jour vous en avez besoin, ben, faites-nous signe. Alors, parlons d'autres choses plus intéressantes. Comment arrêter ou démarrer une BD? Qui veut écrire dans le chat? Pour arrêter une BD, c'est quoi? Et pour démarrer une BD, c'est quoi? Quelle commande? Et pour arrêter, c'est quelle commande? Allez-y dans le chat ou ouvrez votre micro et on va y aller rapidement. Qui veut s'essayer? Personne? OK. Bon. Alors, donc, une BD pour la démarrer, c'est Startup. Et pour l'arrêter, c'est Shutdown. D'accord? Simple. Maintenant, la séquence de démarrage d'une BD qui était fermée, qui était inactive, c'est que dès que vous faites le startup, la première chose qu'il fait, c'est qu'il démarre l'instance. En ce moment, on dit que l'instance est en no mount. Ensuite, il va ouvrir le fichier de contrôle, voir, OK, où sont situés mes data files, mes autres composantes. En ce moment, quand il fait bien cette étape, on est en mode mount. Et lorsqu'il vérifie tout, la BD est cohérente, il n'y a pas de problème, tout est prêt à être utilisé, il dit que la BD est ouverte, donc database open ou c'est à l'état open. Donc, il y a trois phases principales, c'est étape no mount, étape mount et puis étape open. Alors,
Même chose pour fermer ou pour arrêter. Lorsque je passe de l'étape open, donc ma BD était ouverte et disponible, ben, je descends à l'étape close, donc la BD n'est plus disponible. Mais pendant ce temps, le control file est toujours ouvert. Alors, quand il finit ça, il va fermer le control file et il va arrêter l'instance. Donc, désallouer la mémoire RAM, tuer les processus qui ont été créés au moment du démarrage. Et ça, c'est la commande shutdown. Je peux faire rapidement un exemple pour que vous puissiez voir. Donc, ma BD, présentement, elle est... Je vais reprendre SQL+. Ma BD, elle est ouverte parce que mes utilisateurs y accèdent. Je vais juste faire un shutdown avec l'argument, avec l'option immédiate pour dire, OK, arrête tout maintenant. Donc, pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Toute personne qui tente de se connecter ne pourra pas. Tous ceux qui étaient connectés, même s'ils étaient en train de faire de grosses modifications, ben, il va couper les modifications, il va fermer les sessions. Ensuite, il ferme tout, il démonte la BD et il arrête l'instance. D'où ce que vous voyez ici, DB close, DB dismounted et puis instance shutdown. Ça, c'est pour arrêter. Pour démarrer, c'est la même chose. Hein. Je fais un start-up dans le sens inverse. Et puis, il le fait dans le même sens. Donc là, vous voyez qu'il commence par démarrer mon instance. Donc, il alloue la RAM. Ensuite, il ouvre mon fichier de contrôle pour voir où sont situés les data files. Et finalement, si tout est bon, qu'il n'y a pas de problème, il ouvre pour que la BD soit disponible aux utilisateurs. Donc, voilà pour les séquences d'arrêt et de démarrage. Avant d'aller à la dernière diapo, avez-vous des questions? Non? OK. Alors, donc, je me permets quand même de vous faire voir deux formations, une pour l'exploitation Oracle. Si vous ne voulez pas embrasser toute la connaissance DBA, mais que vous voulez avoir des bases très solides pour vous en sortir à gérer votre infrastructure, c'est la formation qui est faite pour vous. Donc, exploiter Oracle. Donc, on ira en détail dans l'architecture. On parlera de SQL et de PSQL pour que vous puissiez vous en sortir correctement. On verra comment apprendre, comment administrer les objets, donc les tables, les index, les vues, etc. On verra sauvegarder les restaurations et comment gérer les utilisateurs. Mais si vous voulez approfondir du côté administration même, en plus de tout ça, ben, il y a du détail pour les sauvegardes, pour les fichiers de contrôle, etc. Même l'installation, la création de la BD, tout ça est prévu. Donc, c'est des choses qu'on peut faire sur mesure ou en session. Je vais laisser Steve en parler avec vous. Donc, nous sommes arrivés au moment du quiz. Je vais laisser Steve. Steve, je te donne la parole. Le quiz, je pense qu'on va encore le projeter. Je vais vous envoyer déjà le lien pour le quiz. Et la question. C'est quelle question? La question que j'ai posée? Dani, tu peux ouvrir ton micro hein, si tu veux. Oui, je parle de la question si jamais il y a un incident pendant que... Qu'est-ce qui arrive si le listener tombe en panne? D'accord. Est-ce que toi, tu as une petite réponse? Je pense que les personnes qui sont connectées, tout va se passer normalement pour eux, puisque le listener a déjà fait son job et il n'intervient plus à aucun moment.
OK. Qui sont ceux qui sont d'accord avec Dani ou ceux qui sont contre? D'accord, donc Christopher est d'accord. Steve, je suis sûr que Steve aussi est d'accord. Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec elle. Bon, donc c'est ça. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'il finit d'établir la connexion, lui, il se fout. Donc, si le 19 tombe en panne, ben, c'est ceux qui vont vouloir rentrer en ce moment-là qui auront des problèmes. Donc, si le gros bras portier, s'il a oublié qu'il est tombé par terre, ben, en tout cas, nous, on a déjà vu le chef de la mafia et puis on continue le chemin. Merci. Bon, je vous ai envoyé le questionnaire. Celui-là, il prend un peu plus de temps. On a à peu près 8 questions. Je crois 8 ou 9. Je pense que le questionnaire, moi, je ne l'ai pas. Peut-être que tu peux l'ouvrir à tout le monde, s'il te plaît. Oui. De toute façon, je les ai envoyé le lien. Juste laisser répondre rapidement. En fait, c'est pas ouvert parce que ça nécessite une connexion Microsoft. Ah, vous êtes désolé, vous n'êtes pas autorisé à afficher ou de répondre? Oui, peut-être. Je pense qu'il faut donner des droits sur le fichier. Il y a quelque part dans le coin droit où tu peux faire partager avec tout le monde. Bon, ok, bon, je vais partager. On va le faire comme ça en live. D'accord. Je vais arrêter mon partage. Oui, je vais partager. Du coup, voilà mon écran. Donc, je vais faire pour vous. Vous répondez, vous me donnez les réponses. Du coup, une instance Oracle est composée de mémoire plus processus, mémoire plus fichier ou une base de données plus mémoire. Donc, la question est bien au niveau des instances. Une instance Oracle est composée de mémoire plus processus, mémoire plus fichier ou une base de données plus mémoire. Mémoire plus fichier. Qui est contre? Est-ce que J'ai pas quelqu'un a une entendu. autre réponse? J'ai pas entendu sa réponse. J'ai coché sa réponse. Elle dit mémoire plus processus. Ah. Est-ce que c'est bon pour vous? Je pense qu'ils sont tous d'accord avec ça. Oui, je pense qu'ils sont tous d'accord. Donc, on va aller. Bon, est-ce que Alain, il me parle? Il me parle. OK, il s'est déconnecté. Bon, une base de données 19C est obligatoirement un conteneur. Vous avez parlé de conteneur tout à l'heure. Une nouveauté, ce n'est pas forcément une nouveauté, mais ça avait commencé depuis la version 12 d'Oracle. Et on a parlé des conteneurs. Donc, du coup, la question ici, est-ce qu'une base de données 19C est obligatoirement un conteneur? Pour rappel, il y avait la base de données 19C, elle peut être conteneur ou classique. Classique, c'est qu'on n'a pas de base pluggable. Ça aussi, c'est une partie qu'on n'a pas forcément abordée en détail, mais à la fin, vous auriez les diapos, vous auriez un peu plus d'informations sur cette partie-là. Donc, la réponse. Est-ce que vous avez la réponse? Je pense pas, non? Enfin, en tout cas, je ne crois pas qu'on soit obligé d'utiliser des conteneurs. C'est la bonne réponse. Ce n'est pas obligatoirement un conteneur, mais je pense que les conteneurs, en fait, ils ont essayé de prendre un peu le même style que les autres bases de données, c'est-à-dire que tu as le cluster et dans le cluster, tu peux avoir plusieurs bases de données. Avant, Oracle ne faisait pas ça. Maintenant, avec la version 12, ils ont commencé à faire un conteneur. Donc, c'est un principe où on va créer plusieurs bases pluggables à l'intérieur, donc les petites bases. Et ces bases-là peuvent être déportées, débranchées et rebranchées ailleurs facilement. Donc, ça c'est un principe qu'ils ont mis sur depuis la version 12. J'ai cru, sans me tromper, Armand, si je me trompe, la version 21, ils ont obligé qu'on soit en conteneur. Maintenant, on ne pourra plus faire autrement. C'est ça, c'est-à-dire que
que cette fonctionnalité, c'est pour supporter le cloud, donc pour faciliter que dans les data centers, qu'on puisse gérer. Bon, maintenant, puisque c'est payant, les gens n'ont pas adopté. Donc, à partir de la 21C, ils vont obliger à installer un conteneur, mais sans payer pour les deux ou trois premières PDB. Donc, pour que la technologie soit utilisée et devienne encore plus mature. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, est-il possible d'avoir sur le même serveur plusieurs bases de données avec des versions différentes d'Oracle? Oui. Bon, il n'y a pas d'autre réponse. Oui, c'est exactement ça. On a expliqué tout à l'heure que sur la limite encore se fera au niveau de déjà du support Oracle, parce que comme Oracle ne supporte plus les anciennes versions, donc il faut se méfier de faire ce genre d'installer les anciennes versions puisque Oracle ne va plus supporter. Mais en termes de ressources, tant qu'on a les bonnes ressources sur la machine, on peut avoir Oracle 11, on peut avoir Oracle 12, 19 jusqu'à 21 sur le même serveur. Et oui, voilà, on peut avoir vraiment plusieurs versions, plusieurs moteurs d'Oracle sur le même serveur. C'est possible, même si ce n'est pas forcément le plus conseillé, mais c'est possible. Maintenant, il faut bien designer au niveau de l'architecture pour que les bases, qu'on n'ait pas de problème, parce que si on a mal designé, si une des bases a un souci, on sera obligé d'arrêter aussi une autre base parce que pourtant, il faut séparer. Enfin, disons, si une application a un souci et qu'on veut arrêter ou on veut, qu'on veut arrêter ou qu'on veut faire une maintenance, on sera obligé d'arrêter une autre application qui n'a rien à voir avec. Donc, la séparation, le design de l'architecture, dans ce genre de cas-là, doit être très, très stratégique. Savoir pourquoi on a mis à tel endroit. Donc, c'est faisable. Lequel de ces composants n'est pas inclus dans une structure mémoire Oracle? Vous avez la SGA, vous avez la PGA. Bon, on n'a peut-être pas évoqué clairement la SGA et la PGA, mais on les a montrés sur la diapo. Donc, c'est, je vais dire une bêtise, c'est... Armand, tu peux me rappeler le SGA, là, ça signifie encore quoi, le titre? Système global area. Donc, ouais, voilà. C'est la mémoire centrale, si on peut dire, de l'instance. Voilà. Je suis trop sur Postgres depuis un moment, là, je commence à tout perdre. Donc, la question, du coup, quelle partie n'est pas, quel de ces composants-là ne fait pas partie d'une structure Oracle, de mémoire Oracle? Comment? Je dis, du coup, ce serait Walkman, puisque... Effectivement, le Walkman, c'est pour... c'est sur Postgres. C'est bon, on va pas, c'est pas un coup Postgres, mais le Walkman, c'est une partie mémoire c'est une partie mémoire dans Postgres. Si vous voyez, j'ai beaucoup fait de correspondance avec Postgres dans ce quiz. Donc, 5, lequel de ces fichiers n'est pas un fichier d'Oracle? J'ai pas vu Binlog, des trucs comme ça. J'ai pas vu Binlog. Moi, je pense que c'est Binlog, et c'est même pas la même extension, mais ça veut rien dire en ça. Ouais, Binlog, c'est sur MySQL. Donc, c'est effectivement ça la réponse, la bonne réponse. Donc, quel est le rôle d'un listener, du coup? Il reçoit les demandes de connexion client à la base Oracle. Il permet de lister les connexions actives de la base. La première et tout. Zaza, je ne t'ai pas entendu. Elle est toujours en ligne. Zaza, tu es toujours là? Bon, elle a l'air fermée. Son micro a l'air fermé. Quel est le port d'écoute par défaut
quel est le port d'écoute par défaut, c'est-à-dire du listener. Donc, on a 15-21, 15-60, 54-32. 54-34 plutôt. Christopher a dit 15-21, je suis d'accord avec lui. 15-21, effectivement, c'est 15-21, vous en avez parlé. Le 15-60, ça peut être faisable, mais on a parlé du port par défaut. Sachant que dans la configuration, on peut mettre un port qu'on souhaite, on peut mettre, tant que ce port n'est pas pris, on peut mettre un port, on peut mettre un autre numéro. Le 54-34, c'est le port par défaut suppose-res. Bon, je l'ai mis comme ça. Et pour finir, un conteneur peut contenir, maximum un PDB, 2 PDB ou plusieurs. Plusieurs. Effectivement, un conteneur, si on ne met pas un PDB, il n'est plus un conteneur, je crois. Il devient classique. Si on n'a pas créé un, ça devient une base de données classique. Et si on met un, ça devient du coup une base de données avec conteneur. Et on peut en faire plusieurs. Et plusieurs, je ne sais plus exactement le nombre qu'on peut. Est-ce qu'on a une limite, Armand? Oui, je pense qu'on a une limite. Elle a combien? Oui, non, je n'ai pas en tête, mais... Oui, voilà, je n'ai pas vérifié ça, mais ça, vous pouvez vérifier ça. Il y a quand même une limite. Il y a toujours une limite. Mais je sais qu'il y avait ça, on pouvait arriver à des milliers. Des milliers. Vraiment à des milliers de bases pluggables. Voilà. Donc, c'est terminé. Est-ce que vous avez des questions au niveau du quiz? Non. Est-ce qu'on peut... De toute façon, vu que ça a été enregistré, est-ce que ce sera disponible sur YouTube? Avec l'accord des participants, oui, on peut mettre sur YouTube parce qu'on n'a pas demandé avant d'enregistrer. Si vous avez votre accord, si on a l'accord des ceux qui ont participé, on peut vous l'envoyer et on peut aussi le mettre sur YouTube. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse l'extraire. Personnellement, je ne suis pas trop chaud sur YouTube, mais après, nous l'envoyer par mail, pas de souci. Ouais. Oui, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse l'extraire. Hein. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on peut l'avoir pour l'écouter, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse l'extraire. Je ne suis pas sûr de ça. Mais je peux vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer pour réécouter. Donc, on est arrivé à la fin. Bon, c'était prévu qu'on finisse à 21h30, mais avec le retard, on a commencé avec 20 minutes presque de retard. Je pense qu'on est arrivé quand même dans les temps. Je ne sais pas si pour vous, vous avez des questions. Est-ce que vous avez trouvé que ça allait plus vite? Est-ce que ça allait vite? Donc, je voudrais juste vous envoyer. Je pense qu'au début, je vous ai partagé un bloc-notes. Je crois que c'était Posit qui vous a permis de faire une petite description. Est-ce que vous l'avez reçu, ça? Je crois que c'était au début. Voilà, je crois que c'est ça le lien. Mon écran est toujours partagé. Voilà. Est-ce que vous pouvez juste alors la remplir, la mettre juste un adjectif pour qualifier la formation pour vous? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que comment vous avez trouvé la formation? Voilà, juste un adjectif. Est-ce que c'était long, c'était dur, c'était laborieux pour vous? Voilà. Donc, je vous laisse quelques minutes pour pouvoir mettre quelques mots là. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse quelques minutes pour mettre ça. Pour rappel, on va vous envoyer le support de ce qu'on a fait aujourd'hui, même si c'est pas, ça va vous permettre de continuer. Surtout demain, j'espère que vous seriez là et qu'on aura d'autres personnes à l'heure. On avait les machines
Éventuellement, si certaines personnes veulent se connecter sur la machine pour continuer à vérifier vérifier comment fonctionne une base Oracle, on peut vous laisser. Normalement, on a les machines, on les a 3 heures après, donc ça va s'éteindre à 23 heures. Donc, vous avez un peu de temps pour pouvoir continuer, si vous voulez voir comment fonctionne une base Oracle. Et après, si vous avez des questions, on peut répondre à vos questions demain sur la séance de 20 heures. Voilà, donc j'attends les mots. Donc j'ai enrichissant. Il nous manque des mots. Il nous manque des personnes qui n'ont pas rempli, du coup. Si vous pouvez mettre vos adjectifs juste à côté, en bas de vos prénoms, ça permet de vous dénoncer un peu. Mettre les adjectifs. Zaza, tu peux mettre en ligne, s'il te plaît? Christopher, c'est bon, ok, si tu n'es pas de là. Bon, de toute façon, le cours encore vendredi prochain. On va l'enregistrer. Donc, si demain tu n'es pas là, tu pourras soit nous envoyer un petit mail et on te renvoie le support. Demain, tu peux continuer à regarder. Les machines seront toujours disponibles. Donc, si tu n'es pas dispo, bon, je pense que vendredi prochain, tu peux continuer à te connecter à la machine. Je rappelle, la machine est déjà installée. On a un 19C qui est installé. Vous pouvez regarder les procédures d'installation si vous le souhaitez. Mais pour gagner du temps, on a pris le choix de faire l'installation. Quand vous parlez de machine, ça veut dire quoi? Parce que moi, je n'étais pas là au tout début. Donc... Comment? Je n'étais pas là au tout début, donc je ne comprends pas quand tu parles de machine. En fait, on a une machine disponible dans le cloud où on va faire le TP. Donc, au début, on a présenté l'environnement de travail et il y a une machine disponible que chaque personne, dès demain, vous pourriez vous connecter pour faire le TP parce que demain, il y aura un petit TP et les jours d'après, il y aura des TP pour la sauvegarde et la restauration. Donc, pour gagner du temps et que vous travaillez tous sur le même type d'environnement, on vous a mis à disposition une machine dans le cloud. Il vous suffit juste d'avoir une connexion PuTTY, pour ceux qui connaissent comment ça fonctionne PuTTY, et mettre l'adresse du serveur et vous pourriez vous connecter et faire les actions. Mais on n'en avait pas parlé aujourd'hui ici. On a parlé au début de la formation. Ah d'accord. Oui, on en a parlé. Bon, peut-être qu'on n'a pas insisté dessus. Oui. C'est-à-dire, on n'a pas parlé des accès. C'est ça. Les machines sont disponibles. On pourrait vous envoyer chacun une machine avec le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ça va être exactement la même chose que ce que j'ai utilisé pour vous montrer des choses tout à l'heure. C'est une machine Linux et puis c'est disponible dans le cloud, donc vous pouvez l'utiliser de n'importe où. Dans tous les cas, c'est pour ceux qui veulent le faire, continuer à travailler dessus aujourd'hui, là, parce que de toute façon, la machine s'éteint à 23 heures. Donc, vous laissez un peu de temps. Donc, si parmi vous, une personne veut continuer à regarder comment ça fonctionne, on peut lui donner des accès déjà pour aujourd'hui. Sinon, demain, avant le début, vous aurez tous des accès. Chacun aura une machine pour faire les actions. Dès 20 heures jusqu'à 23 heures. Voilà, donc, Dany digeste. Digeste, ça veut dire? Digeste, ça veut dire que c'était voilà, aéré, c'est pas trop lourd. On arrive à suivre. D'accord, parfait. Christopher, enrichissant, qu'est-ce que tu voulais dire? Comment tu as ressenti ça? Bah, disons, je connais un peu plus Enfin, je connais, c'est un grand mot. Un peu plus tout ce qui est Postgre. C'est-à-dire tout ce qui est install et un peu de config. Et les Oracle, en fait, j'avais fait qu'une install en wizard comme ça. Et avec une connexion un peu de config, mais c'est un peu flou. Et en fait, il y a pas mal de petits trucs comme ça dont soit je me rappelais pas ou que je connaissais pas du tout. Donc c'était cool. D'accord. Ok, parfait, parfait. Dans tous les cas, le module bon, malheureusement, tu ne seras pas là demain,
Le module de demain, on va traiter l'aspect création de compte utilisateur, les connexions. Et c'est aussi ça qui va être dans une suite logique pour le vendredi d'après, puisque vendredi d'après, on va évoquer les sauvegardes et les restaurations des comptes utilisateurs. Voilà, donc même si tu n'es pas là demain, si tu peux regarder rapidement, c'est quoi les comptes utilisateurs Oracle, comment on crée des comptes utilisateurs Oracle, c'est quoi un schéma, comment est constitué, lorsqu'on crée un schéma, qu'est-ce qu'il y a dans le schéma. Voilà, c'est un peu de documentation et ça permettra que vendredi prochain, tu puisses voilà, que tu puisses être à l'aise. Mais dans tous les cas, on va l'enregistrer encore demain et tu pourras avoir la suite. Ouais, je veux bien. Je veux bien que vous m'envoyez aussi le lien de la vidéo de demain, même si je suis pas là. Comme ça, dès que j'ai un peu de temps, je la regarderai. D'accord, ça marche. Zaza, très instructif et intéressant. Explique-nous comment tu t'es senti. Ah, elle n'est Je même pense plus. qu'elle est partie. Ok, elle est partie. Ok, bon. Dans tous les cas, pour nous, c'était un vrai plaisir. Je pense que Armand, on sent la passion. On a la passion de transmettre la connaissance. Et il y a vraiment beaucoup de sujets. Il y a vraiment beaucoup de sujets qu'on peut aborder. Malheureusement, avec ce genre de format qui est assez court, et aussi les gens y travaillent, donc on peut comprendre que on était jusqu'à 25, hein, on est 26 même, 26 personnes qui se sont enregistrées. Au dernier moment, on ne sait pas, il arrive des aléas comme ça que les gens ne viennent pas. Mais dans tous les cas, on est disponible. C'est vraiment un plaisir pour nous. On va continuer toujours comme ça à partager la connaissance. Je pense qu'Armand, il est là-dessus. Voilà, moi, c'est une passion de le faire. Et c'est vraiment un grand plaisir. Donc, si vous n'avez pas de questions, on se dira à demain, 20 h. Essayons d'être plus à l'heure. Comme ça, il y aura moins de parties administratives. Et on va commencer directement par la partie gestion des utilisateurs. Gestion des utilisateurs, on va faire quasiment 1 heure dessus. Donc, ce sera très intéressant. Donc, merci à vous. Merci Armand. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Ok, parfait. Bon, merci à toi, Dany. Merci Armand. Merci Christopher. Et on se dit à très bientôt. Je pense, Christopher, on a ton mail, hein, c'est ça? Allô? Oui, normalement, oui. Non, je suis là. Non, oui, normalement, oui. Sinon, je peux le remettre là dans la conf. Non, si tu as répondu le questionnaire, on aura ton mail. Parce qu'on va normalement envoyer le support et le lien de la vidéo. Quel questionnaire? Le questionnaire qui est sur votre site ou le form Microsoft? Oui, le form Microsoft où il fallait donner le nom, le prénom et le mail. Ça permettait oui, de normalement, vous envoyer oui. les mails. Oui, normalement, Ok, bon. ça, je l'ai rempli. Normalement, c'est bon. D'accord, parfait. OK. Bon, pour Dany, c'est bon, j'ai tout vu. Et bon, bonne soirée à vous et à très bientôt. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. Bon week-end, bon week-end. Bye bye.